Très heureux, chers amis téléspectateurs, de vous retrouver pour ce mercredi pour cette émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Ça fait plaisir encore une fois et chaud au cœur de partager ces très bons moments avec vous, avec ce menu alléchant que nous allons débattre avec vous sur le plus 1 319 462 89 79. Au sommaire également de cette émission, nous parlerons du Cameroun où le président Paul Biya vient de souffler une bougie de plus avec 40 ans donc à son actif de gouvernance, et on parlera également de ce journaliste qui n'est plus aujourd'hui à présenter, Martinez Ozogo, qui a été assassiné et qui fait partie également de l'actualité. Bien entendu, nous irons en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en passant par le Bénin, pour parler également du cas des opposants qui sont probablement la plupart du temps face à la justice à la veille des élections. Nous parlerons de tout cela avec nos invités de ce jour qui nous honorent de leur présence. Mais bien avant de vous les présenter, je voudrais solliciter vos suffrages à partager cette émission, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook ou encore sur le www.afrowebtv.com/live si vous êtes en direct avec nous. Merci infiniment de votre fidélité, sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afroweb TV. Pour vous et chez vous, nous recevons deux invités qui nous donnent leur temps et qui nous honorent de leur présence aujourd'hui. Ça fait également chaud au cœur de les avoir. Il s'agit bien entendu de notre analyste maison, Monsieur Alès Mikafo, qui est avec nous dans les studios d'Afroweb TV. Monsieur Alès Mikafo, bonjour. Bonjour Moïse, et bonjour à mon co-débatteur Monsieur Blévy, et bonjour à toute la galaxie panafricaine. Merci à vous aussi d'être avec nous, et vous l'avez déjà dit, Monsieur Blévy a noté qu'on reçoit depuis le Gabon, ce qui veut dire que nous pouvons vous recevoir, vous aussi qui nous suivez de par le monde. Il s'agira tout simplement de nous donner votre disponibilité et nous allons ensemble contribuer pour le bien de l'Afrique. Monsieur Adoté Blévy, vous êtes analyste et vous êtes membre de la société civile, si vous permettez de le dire ainsi. Comment est-ce que vous allez ce matin? Oui, ben, je vais bien. Bonjour Moïse. Bonjour mon frère Alès. On va bien pour le moment. Dieu merci, nous allons très bien aussi. La diaspora, la voix vous est donnée aujourd'hui à travers nos émissions Avis de la diaspora pour parler de tous les pays africains, et voilà encore le moment et l'opportunité qui nous est donnée, et surtout à chacun de nous donc de contribuer, comme on a l'habitude de dire, à l'édifice. Nous entamons ici donc la première partie de notre émission Avis de la diaspora pour parler du cas du Cameroun. Ce lundi 13 février dernier, disons il y a de cela quelques heures, le président Paul Biya vient de souffler une bougie de plus, c'est 90 ans. Cette commémoration est par ailleurs célébrée sur toute l'étendue du territoire national par les militaires et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir pour ses fidèles et camarades, l'occasion de renouveler à leur champion leur soutien indéfectible, et 2 ans seulement à la prochaine élection présidentielle. Alors, première question pour vous, Monsieur Blévy, vous qui nous êtes aujourd'hui notre invité spécial pour cette émission. Quelle est votre première analyse? Aujourd'hui, l'un des présidents africains a 90 ans au pouvoir. Oui, le président camerounais Paul Biya vient de souffler 90 ans. Alors, au pouvoir depuis presque 40 ans. Et je peux dire que l'homme a su quand même imposer son style camerounais. Et pendant 40 ans, il a fait presque 37 gouvernements. Et il a pratiqué une gérance atypique, et de façon que tous ceux qui sont autour de lui et qui montent de façon exponentielle, il sait quand même les faire descendre aussi le moment venu sur leur piédestal. Et disons que il a su maintenir
son système de gouvernance a écarté tout ce qui peut être un obstacle pour sa gouvernance et il les écarte. Donc, l'homme de 90 ans, il dit qu'il est toujours là. S'il se présente encore pour son prochain mandat, puisqu'il finit en 2025, il sera maintenant à la porte d'un siècle. Il aura environ 100 ans. Donc, pour le moment, le problème qui se pose, c'est qu'on veut l'alternance, mais on craint aussi l'après-Biya. Donc, pour le moment, les gens sont entre le marteau et l'enclume. Merci. Les gens sont entre le manteau et l'enclume, vous l'avez dit. Alors, monsieur Alex Mikafo, le président Paul Biya, désormais 90 ans. Moïse, africainement parlant, on ne peut que souhaiter davantage une longévité au patriarche Biya, du moment où dans nos cultures africaines, les vieux souvent représentent un signe de sagesse. Là, dans ce sens, M. Biya a toutes les ovations de la communauté africaine. Ça, c'est socialement parlant. Mais sur le plan politique, Moïse, figurons-nous que tout régime constitutionnel où le règne présidentiel excède 2 mandats, excède 3 mandats, devient juridiquement, normalement, une monarchie. Mais M. Biya n'est pas dans une république, n'est pas plutôt dans un royaume, mais il a su mettre toutes les chances de son côté pour aujourd'hui totaliser 40 ans de présidence. Moïse, c'est des pratiques qui ne font pas honneur à l'Afrique sur le plan international. Soyons réalistes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, un patriarche comme M. Biya, nous respectons son âge, n'a pas su préparer objectivement son présent? Moi, je suis tellement peiné de voir qu'aujourd'hui, M. Biya, à 90 ans, préside les affaires de son pays. Moïse, à l'international, les gens se moquent de nous. Et ce sont ces genres de pratiques qui fragilisent les institutions africaines. Parce que faire un règne de 40 ans, ce qui suppose qu'automatiquement le pays est dirigé d'une main de fer. C'est ça que les Africains, la jeunesse aujourd'hui, doit prévoir et ne pas continuer dans cette logique. Certes, aujourd'hui, si nous prenons toute la région de l'Afrique centrale, presque toutes les républiques qui sont dans cette zone africaine sont des dictatures pures, pour ne pas dire des régimes autoritaires. C'est ça qu'aujourd'hui la jeunesse doit être consciente pour ne pas perpétuer la malgestion, la mauvaise gestion que nos patriarches nous vont nous léguer comme héritage. Aujourd'hui, nous devons changer de paradigme à l'avenir. Changement de paradigme, mais pour d'autres aussi, ce n'est pas le fait de faire plusieurs années au pouvoir qui est le défaut, mais c'est la gestion du pays et la pauvreté, c'est d'attaquer au fait les facteurs les plus importants qui peuvent permettre à tout un chacun de populations, à toute chacune des populations de vivre à bon escient et de vivre dans de bonnes conditions. Alors, qu'est-ce qui vous marque, vous exclusivement, pour parler donc de l'anniversaire des 40 règnes de Paul Biya? Qu'est-ce qui vous a marqué, monsieur Blivi Adoté? Bien, ce qui m'a marqué, ou bien ce qu'on peut tirer comme bilan, c'est que, bon, les gens peuvent quand même, les Camerounais ils parlent, hein, les gens peuvent quand même librement parler, mais l'homme n'a pas eu de projet démocratique. N'a pas eu de projet, n'a pas de projet démocratique. Et sa longévité sur le plan économique, vous avez parlé tout à l'heure de pauvreté. En termes de pauvreté, nous pouvons dire qu'au moins 8 millions de Camerounais sur les 25 sont vraiment pauvres. Donc, en termes de pauvreté,
la pauvreté aussi continue à gagner du terrain. Et quand on ajoute encore la crise les crises de ces derniers temps, on voit que la pauvreté continue à gagner du terrain. Bon, ce qui m'a marqué, c'est que il a su quand même, je ne sais pas comment, maintenir, je sais pas, une sorte de calme, c'est pas la paix en tant que telle, mais les gens sont tranquilles, les gens vaquent à leurs préoccupations et les gens se débrouillent. Comme il se débrouille bien et il est là, tranquille. Des fois même, certains dénoncent même ses absences dans la capitale, voire même dans le pays. Il fait beaucoup de temps, il passe beaucoup de temps à l'étranger. Mais les activités, les gens vaquent à leurs préoccupations. Et ça fait que la vie pour le Camerounais lambda, la vie continue. La vie continue, même s'il est là, s'il s'éternise, les gens prennent leur responsabilité et ils se débrouillent et ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est un peu ça. Alors, chacun fait ce qu'il peut. Alors, mis à part également ces 40 ans, monsieur Alex Mikafo, bien avant donc de revenir sur ces 40 ans de règne, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, exclusivement, au cours de ces dernières années avec la gouvernance donc, de monsieur Paul Biya? Moïse, durant cette durée de 40 ans, ce qui m'a le plus marqué, c'était qu'en 2011, j'étais très surpris de la candidature de M. Biya. J'étais très surpris parce qu'à l'époque, moi, je m'attendais simplement à ce qu'il aille se reposer. Mais ça n'a pas été le cas. Et parlant de ces 40 ans, Moïse, c'est le moment idéal de faire un bilan. Alors, qu'est-ce que ce pays a positivement, je parle du Cameroun, a gagné dans ces 40 années de règne présidentiel? Ça, les Camerounais sauront bien le répondre. Mais généralement, nous pouvons constater que le Cameroun est dirigé comme toutes les autres républiques bananières africaines. Faisons juste un petit constat. Il est généralement décrié, je parle de M. Biya, qu'il a souvent ce reflet de séjourner en Suisse. Et ce séjour en Suisse, c'est pour des raisons médicales. Alors Moïse, doit-on dire qu'après 40 ans, nos dirigeants africains ne sont pas en mesure de construire dans leur pays des hôpitaux dignes de ce nom, avec des médecins très authentiques, des médecins très performants pour se soigner? L'une des raisons pour lesquelles, Moïse, les Blancs, les Occidentaux se moquent de nous aujourd'hui, nous avons le privilège, cette chance de travailler dans un pays occidental où nous partageons les mêmes compétences professionnelles avec des Occidentaux qui ont aussi leur regard sur l'Afrique. Moïse, les Occidentaux se moquent de nous du moment où ils savent que les matières premières viennent de chez nous et nous vivons dans la précarité. C'est-à-dire, comment peut-on juger cela? Un président, par exemple, Moïse, qui est ovationné par son entourage, qui est malheureusement ovationné par une couche de la société, mais qui n'est pas en mesure de se soigner dans son pays, Moïse, c'est qu'il y a un problème. Pour cela, je donne juste un petit exemple. Et ce n'est pas le cas du Cameroun. Le grand Sékou Touré, paix à son âme, il clamait haut et fort le panafricanisme, mais malheureusement, lorsqu'il était malade, il est venu mourir dans un hôpital de l'Ohio, de l'état d'Ohio. Moïse, c'est là que tu vas voir qu'en fait, peu importe la façon dont on fait l'éloge du panafricanisme, nous-mêmes Africains, nous limitons ce panafricanisme par nos prises de position qui vont à l'encontre des actions que nous posons. Revenons sur le bilan de M. Biya. Le Cameroun a-t-il des institutions fiables? Je ne pense pas.
Parce que c'est un pays dans lequel la corruption est très élevée. Où je me rappelle en 2003, je lisais un rapport d'une ONG dont j'ignore quand même un peu le nom, parce que ça date de plus de 20 ans. Moïse, où je découvris ce jour que le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus au monde. Jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. C'est là qu'il faut constater que ces 40 ans, Moïse, il faut être objectif, c'est un échec total. Et cet échec, c'est la jeunesse qui va le payer. Aujourd'hui, M. Biya a 90 ans. Son devant est plus court que son derrière. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, la jeunesse doit être consciente, de faire tout possible pour ne pas perpétuer les mêmes erreurs. Où il faut que les hommes forts, qui ne sont pas très soucieux de s'enrichir les poches par les moyens peu orthodoxes, et faire en sorte que le pays reprenne sur les bons rails. Sinon, sans cela, Moïse, eh bien, le Cameroun après Biya sera un réel chaos. C'est l'avis de la diaspora que vous suivez en ce moment sur les ondes d'Afro TV. Merci à tous d'être avec nous. Vous pouvez vous aussi participer à cette émission composant le +1 319 462 89 79, numéro disponible par appel WhatsApp aussi. Alors, on parle de notre pays, le Cameroun. Et Monsieur Blévi, je me permettrai de vous demander cette question ou de vous poser cette question concernant donc les élections à venir. Est-ce que vous pensez qu'avec cet âge 90 ans où on constate également que M. Paul Biya est très bien entouré aujourd'hui, c'est son entourage qui profite bien également de sa présidence et de sa gouvernance, est-ce que le président Paul Biya sera aux élections prochaines selon vous? Monsieur Blévi, vous nous écoutez? Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Monsieur Alès, vous allez répondre à la question posée. Moïse, il y a quelques années de cela, Monsieur Hollande, François Hollande, l'ex-président français, avait effectué une visite de travail au Cameroun, où il essaie de demander à Monsieur Biya s'il serait candidat aux élections prochaines. Biya a eu à lui dire que ne reste pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Juste pour signifier à Hollande que cette présidence, c'est son cadeau, si on peut l'interpréter ainsi. Tout récemment, M. Emmanuel Macron, que certains de nos aînés ont l'habitude d'appeler le petit Macron, était au Cameroun. Biya a eu à lui dire qu'il ne sait pas si en 2025, il restera au pouvoir ou il va retourner dans son village se reposer. Mais tout dépendra quand même des dispositions constitutionnelles. Mais Moïse, nous savons tous bien que les constitutions africaines, surtout les constitutions des pays d'expression francophone, sont comme des jouets où le président un beau matin peut se lever comme ça, contacter son parlementaire monocolore, sauter ce verrou qui limite le mandat présidentiel. C'est monnaie courante. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les constitutions africaines, surtout des pays d'expression francophone, sont comme un palimpseste, c'est-à-dire un papier qu'on peut modifier à la légère. C'est ça les caractéristiques d'une république bananière. Et tous les pays africains qui s'expriment en français sont dans cette lignée. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui veut suivre ce pas. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, M. Biya, à mon avis, je pense qu'il n'a quand même pas cette intention de libérer le pouvoir d'ici tôt. Alors, selon monsieur Alex, Paul Biya ne veut pas libérer le plancher. Alors, jusque-là, on essaie également de se reconnecter avec M. Blévi. Merci infiniment pour tous les efforts. La ligne est maintenant ouverte à tous ceux qui veulent bien nous appeler sur notre numéro. Le standard est ouvert à vous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube pour nous appeler et nous donner votre point de vue. Tout à l'heure, je posais la question. Monsieur Blévi, vous nous écoutez très bien maintenant? Oui. Alors, merci beaucoup. Dites-nous, est-ce que Paul Biya sera aux élections prochaines selon vous? Oui, bien sûr. Au fait, ce n'est pas Paul Biya en personne, mais c'est le système. C'est-à-dire qu'il est aussi
comme il est embrigadé par son système. Donc, il est là, il gouverne rien. Il est souvent à l'étranger. Plus apparaître à la télé, on ne le voit plus. Il passe de longs moments hors du Cameroun. Donc, il sera aux élections de non le système pour pérenniser le système. Parce que ceux qui gouvernent même sont dans l'ombre et ils ne sont pas prêts à lâcher du lest. Donc, sa candidature pour le mandat prochain, les élections prochaines dans 2 ans, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. La preuve, c'est que même le mot dauphin même est interdit. Il n'y a pas de dauphin pour Biya. Donc, les gens ne doutent pas, les observateurs avisés ne doutent pas de ce qu'il va encore se présenter pour les élections prochaines. N'y a-t-il pas d'autres personnes dans son parti politique pour prendre la règne ou le règne donc de la présidence ou carrément se présenter à la place de M. Paul Biya pour qu'on ait au moins en Afrique ou disons au Cameroun aussi des anciens présidents, M. Alex Fikafo? Moïse, il serait mieux que tu emploies le terme régner nos présidences. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, communément, dans nos pays africains, le pouvoir est exercé comme dans un royaume. Monsieur Biya, il a vraiment intérêt à préparer après sa présidence. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, dans presque toutes les présidences africaines où les régimes s'évaluent à titre autoritaire, il y a l'entourage, dirais, du chef de l'État qui devient tellement si puissant. Et cette puissance qu'a l'entourage du président fait qu'en sorte le régime, qu'il fasse du bien ou en mal, est toujours négativement qualifié. Aujourd'hui, parlant du Cameroun, Moïse, il y a plusieurs personnalités dans l'entourage du chef de l'État qui rêvent déjà de la présidence. Si on peut aller un peu plus loin, on peut d'abord citer son fils Franck Biya, qui rêve de ce fauteuil présidentiel. Dans l'entourage du président, il y a des noms qui sortent souvent. Souvent, le secrétaire d'État à la présidence. Dans cet entourage, il y a certains hommes d'affaires qui aussi veulent le pouvoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Moïse, il y a un imbroglio autour de M. Biya pour prendre le pouvoir après lui. Parce que, bon, 90 ans dans la vie d'une personne, on sait consciencieusement que ça ne tardera pas pour que cette personne ne soit plus de ce monde. L'une des raisons pour lesquelles M. Biya, je pense qu'il a commis l'erreur de n'avoir pas cédé le pouvoir tôt et être conseillé éventuellement de la nouvelle classe politique qui devrait en principe prendre le pouvoir. Moïse, c'est ça aussi qui fait la faiblesse des États africains généralement. Cette faiblesse, elle est venue d'où? Elle est venue du fait que nos pays sont dirigés d'une main de fer. Cette faiblesse, d'où est-elle venue, Moïse? Elle est venue de la Constitution française de la 5e République que nous avons plagiée. Parce que la Constitution française de la 5e République, Moïse, que nous employons dans tous nos pays africains, c'est une constitution qualifiée de présidentialisme, où le président est le tout-puissant. Or, cette toute-puissance que le président détient, c'est ça qui favorise l'autoritarisme qui règne dans nos pays africains. Moïse, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, tous les pays africains qui veulent vraiment s'émanciper ont cette obligation de neutraliser cette condition, les conditions actuelles, et réécrire d'autres conditions conformes aux réalités socio-anthropologiques africaines. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a de bons linguistes, l'Afrique a de bons diplomates, l'Afrique a de bons constitutionnalistes qui peuvent aisément rédiger les conditions qui doivent être conformes à l'idée panafricaniste.
Merci à vous, monsieur Alex Mikafou. Monsieur Blivi, nous allons vous demander une faveur juste de rabaisser un peu ou d'éloigner un peu votre caméra pour permettre aussi, non, du côté plus au contraire, rabaisser ou éloigner un peu votre caméra pour qu'on puisse avoir un bon format pour vous voir. Voilà. Et à tous ceux qui nous suivent, vous êtes sur Afro Web TV et l'une des ce qui marque aujourd'hui l'actualité, je voudrais dire aussi au Cameroun, c'est aussi l'assassinat de Martinez Zongo. Ces dernières heures ont été marquées par la présentation d'une vingtaine de suspects au juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé. Alors, monsieur Blévi, quelle analyse faites-vous donc de cet assassinat? Oui, merci Moïse. D'après ce que révèlent les enquêtes, il n'y a pas autre chose à dire qu'un assassinat d'État, du plus haut sommet de l'État. Parce que ils sont en train de grainer, voire même jusque dans le premier siècle de Biya. Même le ministre de la Justice a été cité par le directeur des activités du contre-espionnage, qui s'appelle Justin. Il l'a même cité et il a reconnu que c'est lui qui a achevé le journaliste. Et l'homme d'affaires est venu même pendant que on lui faisait mener une vie dure. Il a aussi tabassé lui-même de ses propres mains. Et il paraît, selon le directeur des activités, il paraît que l'homme d'affaires a même appelé le ministre. Il lui a demandé de terminer le travail. C'est-à-dire, quel sort faut-il lui réserver? Donc, quand tu entends le ministre, homme d'affaires, tout ça là, tout ce qu'on cite des grands responsables de la sécurité nationale, donc certains concluent directement que c'est un truc qui s'est passé au plus haut sommet de l'État. Pour un pauvre journaliste qui ne cherche qu'à faire son travail. Il n'est pas politicien, il ne veut pas prendre le pouvoir, mais il fait seulement son travail. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Oui, et vous, monsieur Alex Mikafou? Moïse, cette affaire Martinez Zongo, paix à son âme, et toutes mes condoléances les plus adressées à sa famille. Moïse, c'est un scandale aujourd'hui qui secoue le Cameroun et qui secoue la presse internationale tout entière. Et voyons, le niveau actuel où se trouvent les enquêtes dans cette affaire, Moïse, fait excessivement froid au dos. Du moment où les personnalités les plus importantes de l'État camerounais, des services de renseignement, de la justice, du cercle direct, du cercle indirect du président Biya, de certains hommes d'affaires, même là, avec la complicité de certains journalistes, Moïse, ce qui fait que c'est un grand scandale. Et ce scandale résulte de quoi? De la faiblesse des institutions africaines. Un journaliste qui fait son travail. Or, rappelons-nous, c'est l'investigation précisément qui fait le journalisme. Moïse, comment se fait-il que dans un pays sérieux, on peut aisément exécuter une personne de la sorte? Cela prouve que c'est un État profondément voyou. C'est un État où le président ne règne pas, Moïse. À partir de ça, on peut convenir facilement avec le philosophe allemand Nietzsche que l'État est le plus froid des monstres froids. Voyons un peu Moïse. Un État est incarné par des institutions et ces institutions sont représentées par des personnes et ces personnes sont censées défendre les institutions qu'elles incarnent. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas.
l'affaire l'affaire Martinez-Zogo, on peut la rapprocher à l'affaire de Norbert Zongo qui s'était passé au Burkina Faso. Et peut-être parallèlement, on peut la rapprocher aussi à une affaire qui s'était passée au Togo une fois où un des plus illustres historiens de l'Afrique, Atouté Agboubli, a été froidement liquidé dans des conditions non élucidées. Moïse, il faut qu'aujourd'hui, nos chefs d'État fassent l'effort de mettre la main positive sur les institutions des États africains. Sinon, la population n'est pas en sécurité. Sinon, c'est des pratiques macabres qui font fuir aussi les investisseurs internationaux. Et malheureusement, dans ces genres de pays, nous pouvons constater que les étrangers vivent mieux que les nationaux. Cela est dû à quoi? Cela est dû à la corruption. Et pour aller un peu plus loin, Moïse, il faut constater que l'État, du moment où les lois ne sont pas respectées comme elles sont prescrites, cet État devient une zone de chaos. L'affaire Martinez-Zogo, Moïse, elle me rappelle précisément une affaire, un scandale politique qui s'était passé en France sous la Troisième République, intitulée l'affaire Dreyfus, où, selon l'enquête que menait M. Zola, un écrivain et un journaliste d'investigation aussi, a pu décortiquer, a pu démontrer, a montré avec des preuves convaincantes que M. Dreyfus était innocent au moment où la hiérarchie militaire dans laquelle lui-même il travaillait l'accusait de trahison. Or, c'est l'armée même qui avait organisé un coup contre ce monsieur. Lorsque Zola a pu démontrer le contraire, Dreyfus a été culpabilisé et finalement innocenté. Mais 3 ans après, Zola même est décédé dans des conditions jusqu'à présent non éclairées. Ou aujourd'hui même l'affaire Dreyfus en France, bien que c'est une affaire qui soit passée sous la Troisième République, est restée une affaire non élucidée. C'est l'une des raisons pour lesquelles Moïse, sur le plan africain, nous devons faire l'effort. Couper le pont avec tous les liens que nous avons en France. Parce que ce qui se passe aujourd'hui politiquement sur le plan africain, dans les pays d'expression francophone, Moïse, ne cherchons pas loin. C'est des pratiques héritées de la politique française que nous avons cooptées. C'est ça, Moïse. C'est les conséquences. Il faut qu'aujourd'hui, à l'avenir, la classe politique qui sera au pouvoir commence par se préparer pour présider dans de bonnes conditions, pour diriger dans de bonnes conditions. Sinon, Moïse, il faut retenir qu'aujourd'hui, l'affaire Martinez-Zogo a démontré la faiblesse des institutions camerounaises. Alors, on en parle, nous sommes sur la dernière ligne droite donc, de cette émission concernant cette première partie. Alors, pourquoi est-ce que les journalistes sont la cible aujourd'hui donc, de plusieurs politiciens ou des politiques où on se pose beaucoup de questions? Alors, est-ce que désormais le quatrième pouvoir a son sens? Pensez-vous que Martinez-Zongo, dont on parle aujourd'hui et qui a perdu sa vie à travers cet assassinat, disons, pourrait avoir justice, si on permet de le dire ainsi, Monsieur Blévy? Oui. Ben, ceux qui sont censés lui rendre justice, eux-mêmes, ils sont impliqués. J'ai apprécié l'un des propos de Félix. Je pense qu'il a parlé du giron français. Vous voulez dire Alex? Il y a monsieur Alex. Oui, il a parlé de ça, non? Oui, allez-y. Bon, en fait, de telles choses, on les voit souvent dans les pays francophones. Par exemple, en RDC, au temps de Kabila, Floribert Chebeya, et au Burkina, l'autre journaliste d'investigation, là, comment il s'appelle, Zongo aussi, non? Au temps de Blaise.
Donc, je ne sais pas, un journaliste qui n'est pas armé, je ne sais pas comment lui retirer la vie serait une solution. Mais si le dossier qu'il a, si ce qu'il dit, si ce n'est pas vrai, mais on lui demande que non, il est dans l'erreur. Je me demande, quelqu'un qui, je ne sais pas en quoi il doit faire peur, si tout le monde est dans la vérité. Bon, donc, si quelqu'un a un dossier qu'il ne traite pas bien, bon, on attire son attention, parce que la vérité, ça finit toujours par éclore. Donc, moi, je vois que souvent, ça fait... c'est courant dans les pays francophones. C'est très rare dans les pays anglophones, même s'il y a quelques cas, mais ça fait légion au niveau des pays francophones. Hein, que le journaliste, s'il n'est pas du côté du pouvoir, là maintenant, il va payer de sa vie par rapport au dossier qu'il a en main. Donc, effectivement, la justice, hein, vous parlez de la justice, lui faire justice, ça va être difficile. Qui va lui faire justice? C'est celui-là, même son bourreau. À quelle justice va-t-il s'attendre? Ou la famille va s'attendre? À moins qu'il y a une commission internationale qui se mêle à la chose. Alors, quel est votre mot de fin? Quelles leçons pouvons-nous tirer? Et quel est l'avenir donc des décisions selon vous? L'avenir de... Quel est l'avenir, votre mot de fin concernant cette première partie? Bon, parlant du règne, des 40 ans de règne de Paul Biya, franchement, comme M. Félix l'a dit, c'est très mal vu, hein, par les autres continents. C'est-à-dire c'est en Afrique qu'on trouve de telles choses souvent. Regarde, le Paul Biya, il a rencontré 5 présidents français qui se sont suicidés. 5 présidents, au moins 5. Et 7 présidents américains. Lui, il est toujours là, les présidents passent. Donc, franchement, je ne sais pas comment, il faut que, en Afrique, hein, que de telles choses commencent pas à prendre du recul. Je ne sais pas comment, mais il faut que les Africains, parce que on est trop ridiculisé. Quelqu'un qui fait 30 ans, 40 ans au pouvoir. Tout à l'heure, je pense que Moïse a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes, même, ne serait-ce même que dans le même parti? Mais il y a des gens, un très proche de Biya s'était porté candidat, dit bon, je serai candidat. Actuellement, il a été emprisonné. Parce que c'est comme un tabou. Prétendre prendre la place de Biya, c'est du ressort de l'intolérable. Donc, concernant le journaliste, je pense que ça fait pitié, hein, quelqu'un qui ne demande qu'à faire son travail, puisqu'il a choisi le journalisme. Donc, il fait seulement son travail et finalement, c'est sa vie qu'on retire. Ça, c'est vraiment dommage. Merci, Monsieur Blivi. Ce sera votre mot de fin pour cette première partie. Monsieur Alès, dites-nous votre mot de fin, la leçon à tirer et quel est l'avenir de ce dossier? Moïse, l'avenir de ce dossier, à mon avis, je ne pense pas qu'il est entre les mains des autorités camerounaises actuelles. Non. Parce que, certes, s'il y a plus d'une trentaine, ou entre la vingtaine et la trentaine de personnes qui sont interpellées et qui sont mises à garde à vue aujourd'hui, il y a d'autres complices qui sont dehors, qui seraient forcément en train d'œuvrer pour blanchir leurs autres complices interpellés. C'est ça aussi qu'il faut noter. Il faut forcément qu'aujourd'hui, les services de renseignement camerounais qui sont devant cette enquête fassent preuve d'impartialité. C'est ça qui est très important. Or, n'oublions pas qu'au Cameroun,
c'est l'un des pays les plus corrompus au monde. N'oublions pas que parmi les personnes inculpées, il y a un certain milliardaire dont je tais volontairement le nom, parce que c'est lui qui est le principal indexé. Cette personne, forcément, a des relais dehors avec pour influencer même ceux qui sont dehors, parce que il est prouvé que tu peux me mettre dans une prison et même être influent dehors. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut forcément une commission internationale pour diligenter cette enquête. Sinon, je ne fais pas, en tout cas pour ma part, je ne fais pas confiance aux autorités camerounaises. Parce que dans cette affaire, n'oublions pas qu'il y a certains journalistes même qui sont en train de défendre la famille éplorée, qui sont persécutés au Cameroun. Même un journaliste de RFI, un journaliste franco-camerounais, Rémi Ngono, dans cette affaire, il est engagé à défendre son confrère éploré. Mais aujourd'hui, Moïse, il est sous protection policière en France. Comment est-ce que nous, Africains, on peut bâtir une Afrique meilleure dans ce genre de conditions? C'est presque impossible du moment où il y a des Africains même qui sont prêts à œuvrer pour l'écroulement total du continent, juste pour leur simple ventre. Moïse, c'est ça le drame du nègre que nous sommes parfois. Parlant du règne de monsieur. Mais ne vont pas oser le dire ouvertement parce qu'il pour leur république faible. Merci à vous d'être avec nous pour cette partie de notre émission. Merci. Nous croyons à la diaspora pour également impacter les grandes décisions africaines. Et vous suivez en ce moment Avis de la diaspora, que vous soyez. Merci à vous tous qui essayez également de soutenir notre média. On va faire une pause pour mettre fin à cette première partie et entamer la seconde partie juste après ceci. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de